Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 week-end. Alors vous connaissez le principe, durant cette édition nous allons vous donner des idées de sortie pour cette fin de semaine et également revenir sur l'actualité. Dans cette émission également nous recevrons un invité, Loïc Bourdet, c'est le responsable de l'équipe du spectacle du Haras national des Bréviaires. Avec lui nous présenterons le spectacle équestre de Noël mis en place par le Haras, on en parle tout à l'heure. Mais pour commencer, un autre spectacle dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations et au nom de l'égalité, la compagnie Déclic Théâtre a créé Welcome à bord, un spectacle présenté aux collégiens où clichés et idées reçues sont là pour provoquer, mais surtout ont pour but d'éveiller les consciences. Aurélia Debussy et Jonathan Willman. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord du Conformia. Welcome à bord du Conformia. La traversée desservira l'archipel des Cloisons où se trouvent les îles Ébène, Vénus, des Darons, des Crevards ou encore des Dollars. Que vous soyez noir, blanc, jeune, riche ou pauvre, chacun y trouvera ainsi sa place. Enfin, il s'agit surtout de ce que la compagnie Déclic Théâtre veut dénoncer avec humour grâce à cet outil théâtral. Welcome à bord, spectacle pour les scolaires créé en 2012 par 4 comédiens de la compagnie, s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'était vraiment pour répondre à une demande par rapport aux établissements scolaires. Donc, du coup, nous, on a été observés dans plusieurs écoles. On a récupéré pas mal de témoignages à la fois d'élèves, de professeurs. Et puis ensuite, on s'est vraiment mis tous les quatre et on s'est mis à écrire et à réunir un peu tous les clichés qu'on avait amassés. C'est le capitaine! Mais qu'est-ce qu'il a, le capitaine? Il est homosexuel! Oh, c'est pas vrai. Oh, j'aurais dû m'en douter, j'avais trouvé un t-shirt rose de Lady Gaga dans sa lessive. Alors je lui ai fait la bise ce matin, c'est sûr, je l'ai attrapé. Quoi? J'ai lu sur Facebook que ça s'attrapait comme ça. Oh, l'homosexualité, putain, je suis pédée. L'objectif, c'est ça, c'est d'éveiller les consciences et de se dire que si on a des discussions sur la discrimination, le sexisme, tôt, peut-être qu'on retarde un petit peu la pression de la société, que la société aura sur les gens. Présenté aujourd'hui aux élèves du collège Youri Gagarine de Trappes, le spectacle est suivi d'un débat avec un juriste. Une méthode pour laisser s'exprimer les clichés et les préjugés. J'essaye après de ramener le spectacle au sujet des discriminations, de voir avec eux les définitions importantes, des mots stéréotypes, des clichés, de leur faire comprendre un peu les mécanismes, la mise en place des discriminations, comment on peut arriver soi-même à être ou bien victime ou bien auteur d'une discrimination. J'ai appris qu'il ne faut pas discriminer les gens, c'est interdit par la loi, il faut avoir un minimum de respect. Par exemple, j'ai un copain, des fois je le traite un peu de gros, je le traitais sur le physique, mais pour rigoler, mais il aimait pas trop, alors je pense que je vais arrêter. Comme ça, les gens, quand ils vont traiter les autres, je pourrais dire ouais, c'est de la discrimination, tout ça. Le message semble être bien passé. Le spectacle se produira dans d'autres lieux à la demande des établissements scolaires. Un nouveau conseil municipal des jeunes à Bois d'Arcy. Il prendra officiellement ses fonctions le 17 décembre. L'élection vient d'avoir lieu au collège Mozart. Ce conseil est élu pour 2 ans. 20 postes étaient à pourvoir afin de parler solidarité et environnement. Catherine Zulato et Jonathan Willman. Une urne, des bulletins de vote, une carte d'électeur, tout comme les grands. Ils n'ont pas l'âge de vote légal et pourtant ces élèves du collège Mozart de Bois d'Arcy ont participé à l'élection du conseil municipal des jeunes. Un CMJ élu pour 2 ans, certains se présentent pour la première fois avec déjà des idées. Pouvoir parler aux jeunes des différentes activités qui sont proposées et puis si possible pouvoir dire au CMJ les activités que les jeunes voudraient faire. Ça peut être utile pour certaines personnes, les personnes âgées qui ne peuvent pas aller chercher leurs livres tout seuls, on les aide à les prendre. Ou les veufs et veuves, on organise des journées où on est tous ensemble et on s'amuse avec eux. D'autres ont déjà l'expérience du CMJ, comme Maëlle, la sœur de Morgane. Elle se souvient des actions menées en matière d'environnement et de solidarité. On a travaillé pour le Burkina Faso, donc on récoltait de l'argent en faisant par exemple le marché de Noël. Et donc après on leur donne l'argent pour qu'ils fassent des écoles. On a fait plusieurs nettoyons notre ville, donc pendant une matinée ou 2-3 heures, on se baladait dans la ville en récoltant les déchets qui étaient par terre.
Pour cette session, il n'y avait que 13 candidats pour 20 places, mais peu importe car la motivation est bien là. C'est l'occasion de donner la parole aux jeunes. En fait, pour une fois, souvent on entend dire les jeunes, ouais mais les grands ils nous écoutent pas, nous personne ne nous prend au sérieux, on est des enfants. Là au contraire on leur donne l'occasion de s'exprimer. Donc ils ont la possibilité de proposer des projets et de les présenter au maire. Je suis surpris par les idées qu'eux peuvent amener et sur l'envie qu'ils ont de faire partager leur envie de solidarité ou de citoyenneté. Tous les 6e, 5e, ils n'ont jamais signé de leur vie, c'est la première fois qu'on leur demande de signer. Donc rien qu'à ce niveau-là, déjà c'est intéressant. Après qu'on ait un groupe qui s'investisse, tant mieux, mais déjà rien que cette première partie, c'est déjà ça de gagner. L'occasion peut-être de créer des vocations. Sur les 2 années qui viennent de se terminer, il y a certainement on en a repéré quelques-uns. Je pense que oui, il y a de la graine d'élus pour demain, mais il faut qu'ils aient 18 ans, n'est-ce pas ? Le nouveau conseil municipal des jeunes de Bois d'Arcy prendra ses fonctions officiellement le 17 décembre. Il est l'heure de faire ses emplettes de Noël et pour certains les cadeaux seront solidaires. Emmaüs Attrape a organisé une grande vente. En un week-end, la structure a réalisé le chiffre d'affaires d'1 mois. Un argent indispensable pour faire vivre la structure qui reçoit de plus en plus de demandes d'aide sociale. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. J'ai acheté des petites choses pour mes petits-enfants. Ça fait de la musique et tout et tout. Cet oignon et une locomotive. J'ai fait un peu les emplettes de Noël, voilà, de très beaux bijoux. En un week-end de grande vente solidaire, la boutique Emmaüs de Trappes a reçu jusqu'à 1000 clients et réalisé ainsi en 2 jours le produit d'1 mois de vente. Ici, on trouve toutes sortes d'objets à des prix défiant toute concurrence. Il est vachement joli, quoi. Il n'est pas abîmé. J'ai payé ça 1 €. Et il y a plein de choses chez moi qui viennent d'ici. Je ne dis même pas à mes amis parce qu'ils ne me croiraient pas. Pour les fêtes, le responsable du centre a reçu des dons importants. Les grandes entreprises sont de plus en plus solidaires. On a reçu un don très important de jouets électroniques, donc qui plaît bien aux enfants, d'une valeur assez importante de 50 € et qui est revendu 10 € en état neuf. À la fois de la solidarité des grandes entreprises aujourd'hui, qu'il n'y avait pas hier, et puis les dons qui pour nous sont quand même très importants en termes de vêtements en particulier. Des dons et donc des ventes. De l'argent, Emmaüs en a besoin car la structure ne reçoit aucune subvention pour payer ses charges et mener à bien ses actions de solidarité, accueillir les personnes sans domicile fixe ou encore partager des repas avec ceux qui n'ont rien. C'est indispensable même. Parce qu'on a un temps de réponse immédiat. C'est-à-dire si la personne est dans le besoin, on peut répondre tout de suite. Sans faire des dossiers, sans lourdeur administrative. Depuis 2 ans, Laurent Robert l'a constaté, les demandes d'aide sociale d'urgence ont progressé de 30%. Chaque année, Skibus lance une opération de récolte de jouets. Un bus sillonne les écoles et collèges de l'agglomération, puis il stationne en ville pour que les habitants puissent y déposer leurs jouets. Une action qui ne connaît pas la crise, heureusement. Reportage Yolène Thorez et Jonathan Villeman. C'est le moment de faire le tri dans vos jouets. Des bus de Noël sillonnent l'agglomération pour en récolter un maximum et les redistribuer aux associations. Une opération lancée par Skibus il y a déjà 17 ans. Les jouets s'empilent depuis lundi. Je pense qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir des gens qui ne sont pas nantis, qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire cadeau à leurs enfants. Je trouve ça très très malheureux et puis très chagrinant. Donc j'essaye de participer selon mes faibles moyens. Malgré la crise, la générosité semble toujours bien présente. Certains offrent même des jouets totalement neufs. C'est vrai qu'on peut se dire qu'en temps de crise, ça va peut-être baisser un peu, mais pas du tout. Franchement, depuis 3-4 ans, là, on a toujours autant de jouets, sinon plus. Bon, cette année-là, on est à moitié de l'opération, il est déjà plein à plus de la moitié. Donc c'est bon signe. Et on verra samedi soir comment il sera pour la redistribution lundi. En semaine, le bus est aussi passé dans les écoles maternelles et élémentaires. Et pour la première fois cette année, un partenariat a été mis en place avec les collèges. Le conseil municipal des jeunes a également apporté sa contribution en organisant une pré-récolte. Le top départ de la distribution aux 10 associations sera donc donné lundi à 15 h à Montigny-le-Bretonneux. Le but pour eux, c'est après de les redistribuer sur les enfants défavorisés de Saint-Quentin, soit à travers des opérations type arbre de Noël, soit aussi il y a des opérations dans les hôpitaux pour les enfants malades.
En attendant, la collecte n'est pas encore terminée. Le bus sera stationné ce samedi à l'espace Saint-Quentin. À mes côtés maintenant Loïc Bourdet, responsable de l'équipe spectacle du Haras national des Brévières. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes ici pour parler de votre spectacle équestre de Noël qui aura lieu les 18 et 21 décembre prochains. Alors que peut-on y retrouver? Quel est le programme de ce spectacle de Noël, Loïc? Alors pour la deuxième année, le Haras national des Brévières organise donc un spectacle équestre autour du thème de Noël, puisque cette année, ce sera un conte de Noël où on retrouvera plusieurs numéros avec les agents du Haras qui seront en costume, le tout dans le ton de Noël. Il y aura en tout 7 chevaux et 6 numéros. Alors quel type de numéros justement? Alors c'est assez varié, il y a du travail en liberté, il y a des numéros un peu plus techniques, du saut d'obstacle, il y aura de la voltige, il y aura des chevaux de trait, puisque la particularité du Haras c'est d'accueillir un peu toutes les races de chevaux, du travail en liberté, un numéro comique, et on fera même participer le public. Il y aura un défi avec le public pour montrer notamment la force du cheval de trait, un trait percheron qui pèse presque une tonne. Alors on voit quelques images de la répétition qu'on est allé filmer ce matin. Moi je voulais vous demander comment on fait pour apprendre de telles techniques à ces chevaux? Alors, c'est basé beaucoup sur le jeu, notamment le travail en liberté. Le travail monté, c'est plus technique, puisqu'on a ce qu'on appelle des aides, les jambes, la voix, les mains. Pour le travail en liberté, c'est plus basé sur le jeu. On passe beaucoup de temps avec les chevaux et puis on imagine des numéros, des tours à leur faire. Et puis après, la difficulté, c'est de les faire reproduire au bon moment. Alors pour cela, on a un peu les récompenses et puis aussi de temps en temps le fouet pour les stimuler. Vous parlez de type de jeu, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? Alors ça dépend vraiment du caractère du cheval et puis de sa race, de sa morphologie. Parce que justement, c'est la question que je voulais vous poser, excusez-moi. Est-ce que les méthodes varient en fonction justement de la race du cheval? J'imagine que ce n'est pas la même histoire entre un Shetland et un cheval de trait par exemple. Oui, surtout que nous on a vraiment les extrêmes puisqu'on a le petit poney Falabella, notre mascotte Plume, qui pèse 100 kg, qui mesure 80 cm et le plus gros, un cheval trait du Nord qui pèse plus d'une tonne. Alors forcément, il faut adapter les aides et puis surtout les exercices, puisque les exercices tiennent compte des aptitudes de chaque cheval. Comment vous les concevez, Loïc Bourdet, ces spectacles? Est-ce que vous essayez de raconter une histoire avant tout? Est-ce que l'aspect spectaculaire compte aussi? Voilà, alors forcément, c'est un peu le mélange des deux. On parle à la base, c'est les exercices que savent faire les chevaux. Et puis après, on imagine une histoire autour pour rassembler un peu tout ça. Donc il y a une partie, on va dire, théâtrale et puis une partie un peu plus équestre. Bon, maintenant, ça s'adresse vraiment à un grand public, c'est un spectacle de Noël. C'est avant tout fait pour les enfants. Je crois qu'il y aura pas mal d'ambiance et puis des moments un peu plus magiques. Je sais que vous concevez de nombreux spectacles tout au long de l'année. À chaque fois, le but, c'est de se renouveler. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Le plus compliqué, effectivement, c'est de se renouveler et puis surtout d'imaginer des nouveaux numéros avec les chevaux. C'est le travail des chevaux qui nous oriente beaucoup. C'est un peu la base. Et puis, on essaye quand même de se renouveler. Il y aura, après ce spectacle de Noël, un goûter qui est organisé au château du Haras avec, je crois, le Père Noël qui sera l'invité surprise. C'est ce qu'on nous annonce, mais évidemment, avec le Père Noël, on n'est jamais sûr. Mais oui. Peut-être que le Père Noël viendra faire un tour juste après le spectacle. Effectivement, il y a le goûter au château avec, peut-être, on l'espère, l'arrivée du Père Noël en calèche, peut-être. Ça, on le découvrira. La suite, au printemps, est-ce qu'il y a déjà des futures productions en tête, des idées que vous avez déjà? Voilà, donc on reprend le programme de visite spectacle au printemps, puisqu'au printemps, au Haras, il y a beaucoup les naissances des poulains. Et puis on fait des visites spectacles, c'est tous les mercredis du 16 avril au 16 août, et ainsi que le premier samedi de chaque mois. C'est à 14h30 pour les visites du printemps, alors pour le spectacle de Noël, c'est à 14h. Justement, on rappelle, Loïc Bourdet, le spectacle de Noël 18 et 21 décembre prochain au Haras national des Brévières. Le tarif est unique pour les adultes et les enfants, c'est 10 €. Pourquoi? Voilà, parce que les enfants, le goûter est compris, donc ils pourront se restaurer et se réchauffer après le spectacle. Je dis se réchauffer parce que le manège est couvert, mais évidemment pas chauffé parce que c'est un trop gros volume, donc il faut venir bien couvert. Mais on nous annonce une météo sympa pour la semaine prochaine.
Et puis après, on ira tous se réchauffer au château. Le goûter et peut-être le Père Noël. Et sûrement le Père Noël. Toujours ce suspense. Hein. Sûrement le Père Noël. Voilà, juste une petite précision, le Haras national des Bréviaires, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément, c'est entre Coignères et Rambouillet, sortie Le Perret en Yvelines, sur la Nationale 10. Et la réservation est conseillée. Je donne le numéro de téléphone, vous me confirmez. 01 34 57 85 30. 01 34 57 85 30. C'est bien ça, Loïc Bourdet? C'est cela, donc réservation conseillée, mais après il y a une billetterie sur place à partir de 13h30 le mercredi et le samedi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce spectacle, Loïc Bourdet. Eh bien merci et à bientôt. Sans transition, on enchaîne avec le musée de la toile de Jouy en Josas, totalement rénové. Après 6 mois de chantier, les nouveaux intérieurs viennent d'être présentés. Le musée, abrité depuis 1991 dans le château de l'Églantine, était fermé au public depuis la mi-juillet. L'occasion de découvrir de nouvelles collections et d'en savoir un peu plus sur Oberkampf, l'inventeur de la toile de Jouy, un personnage à la fois créateur et fin chef d'entreprise. Un reportage de Catherine Zulato et Élodie Moine. Cette toile de coton rouge sur laquelle sont imprimés des motifs qui racontent le plus souvent des histoires, cela vous dit forcément quelque chose. C'est la fameuse toile de Jouy et comme son nom l'indique, elle a été créée et fabriquée à Jouy en Josas, dans une manufacture menée de main de maître par un homme, Oberkampf. Un musée lui est dédié sur le site de l'ancienne usine qui a employé entre 1760 et 1843 jusqu'à 1300 personnes. Au-delà de son travail, c'est l'homme qui étonne le plus. Ce que Oberkampf a par rapport aux autres, c'est qu'il a toujours été à la pointe des inventions, à la fois techniques, chimiques et artistiques qui suivaient les progrès du goût. Il est par exemple l'un des tout premiers à blanchir ses toiles avec le chlore. C'était un coloriste, c'était un graveur, il savait graver ses planches, c'était un dessinateur, il a créé ses premiers modèles tout seul, un chef d'entreprise, un entrepreneur, vraiment il cumulait toutes les qualités. C'est grâce à ça qu'il a fait de son entreprise la 3e entreprise en fait de France. Au début de son aventure, Oberkampf fournit la cour royale. C'est pour cela qu'il s'installe près de Versailles. Dans ses ateliers, il y développe la productivité avant l'heure. Même dans l'organisation physique de la manufacture, on le voit bien, il a le grand bâtiment de 110 mètres de long qui fait construire dans les années 1790 pour les imprimeurs avec des grandes fenêtres pour pouvoir mettre les tables d'impression les plus longues possibles. Il y a un bâtiment qui est pour la blanchisserie, il y a un bâtiment qui est pour la teinture, donc tout est organisé pour ne pas perdre de temps dans la fabrication des toiles. Étienne Mallet est l'un des descendants d'Oberkampf, c'était son 4e arrière-grand-père et de cet illustre ancêtre, il retient la modernité et le sens social. C'est quelqu'un qui avait un sens social très développé. Et il faut savoir qu'il a quelque part inventé la sécurité sociale avant qu'elle existe. Quand il y a eu les assignats et l'inflation épouvantable, il payait en argent réel et non pas en assignats ses ouvriers. Il faisait en sorte que les ouvriers puissent épargner et devenir propriétaires de leur logement. Il voulait toujours être à la pointe et donc il inventait des moyens, si vous voulez, pour effectivement fabriquer mieux, plus vite, sans d'ailleurs diminuer le nombre d'ouvriers. Dans les pires périodes, il s'arrangeait pour que personne ne parte et ne soit licencié. Ici, dans le musée de la toile de Jouy, est présentée une 50aine de toiles. 6000 sont en réserve, c'est dire si les collections seront renouvelées régulièrement. Les 15 000 visiteurs annuels pourront découvrir les plus connus, comme le ballon de Gonesse qui a donné à Oberkampf ses lettres de noblesse, ou encore d'autres plus insolites, comme ces coquecigrues. On lit sur ces toiles comme sur des bandes dessinées. La manufacture a cessé de produire en 1843. On peut toujours fabriquer de la toile de Jouy en s'inspirant des motifs. Mais attention aux contrefaçons, car le nom n'a pas été déposé. Oberkampf n'avait pas pensé à tout. Très à la mode chez les filles, le roller derby est un sport spectaculaire qui vient des États-Unis. Les règles, 2 équipes montées sur patins à roulettes s'affrontent au corps à corps. Découverte avec les Succubes, premier club des Yvelines, Anthony Reich. Spectacle, tenue extravagante, vitesse. Une chose est sûre, les filles du roller derby n'ont peur de rien. Sur leurs patins à roulettes, le contact est souvent violent, les chutes
très fréquentes. Effectivement, il y a un petit côté déjanté. Il y en a plusieurs qui ont des cheveux de couleur, les piercings, les tatouages. C'est un sport qui est assez rock. C'est assez décalé. Moi, j'avais envie de reprendre un sport de combat au départ. Et en même temps, c'était trop discipliné pour moi. Là, il y a de la musique, il y a le plaisir de la glisse, il y a le plaisir de se mettre des coups aussi. Et puis après, on va boire une bière avec les copines. Des tribunes, cela pourrait ressembler à une énorme mêlée. Pourtant, la règle du jeu est très simple. La jammeuse dotée d'une étoile sur le casque doit marquer des points en dépassant les bloqueuses de l'équipe adverse, prête à tout pour la faire chuter. Le roller derby, c'est aussi l'occasion idéale d'oublier, à la mode américaine, les complexes et le quotidien. Pour les filles, le défouloir, c'est super important. C'est un sport de filles, avant tout. Donc elles ont besoin de s'exprimer voilà, sur le track, sur la piste. Et puis après, quand elles rentrent, elles s'occupent de leur petite famille. On a beaucoup de mères de famille. Même si on n'est pas forcément déjanté à l'extérieur, on le devient ici par l'esprit, par le sport d'équipe. Et puis c'est un sport américain, donc il y a tout un peu un show américain autour. Et ça permet aussi justement de nous externaliser. Pour leur premier match officiel face aux Lille Roller Girls, les Succubes ne l'ont pas emporté. Mais nul doute qu'elles continueront encore longtemps de se battre sur leur roller. Une initiative maintenant, la ferme de Grignon a lancé le premier drive laitier de France. Les premières livraisons ont eu lieu vendredi dernier. Son but, aller à la rencontre de ses clients. Plus de précisions avec Claire Cambier. Antoine fait partie des premiers clients de ce drive laitier. Vendredi dernier, il venait chercher ses produits laitiers sur ce bord de route après avoir passé commande sur le site internet de la ferme de Grignon. Cette ferme expérimentale tente ici une initiative originale, apporter des produits frais directement à leurs clients. Ce camion frigorifique s'est installé au croisement des routes départementales en contrebas de la ferme. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 26 000 voitures qui passaient devant la ferme et qui s'arrêtaient pas forcément à notre boutique. On s'est rendu compte que souvent les gens sont sur des trajets domicile-travail, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément le temps de venir dans la ferme, de s'arrêter, d'aller voir la boutique, de faire la queue. Et souvent il y a des enfants dans la voiture, sortir les enfants, ça prend du temps. Voilà. Donc on a voulu faire un service, offrir un service à ces gens-là pour que ce soit plus rapide. Pour cette première en France, une vingtaine de personnes a passé commande. Les produits phares, yaourts et faisselle. Les livraisons s'effectuent pour le moment tous les vendredis de 16h à 20h. Si le concept fonctionne, les points de livraison pourraient se multiplier et l'offre s'élargir. Des bières artisanales aux caissettes d'agneau. Ce 7-8 week-end est presque terminé. Un petit coup d'œil sur les idées sorties pour ce week-end dans l'agglomération saint-quentinoise avec l'agenda. Le traditionnel chanté Noël antillais samedi soir venait découvrir la culture et les traditions d'outre-mer à la salle Paul Gauguin de Montigny-le-Bretonneux, une soirée animée par l'orchestre Amalgame. Samedi encore, à Magny-les-Hameaux, le parvis sera en fête devant l'hôtel de ville. Le Père Noël, des goûters, des ateliers, un spectacle de rue avec 3 échassiers. Et pour terminer en beauté, un feu d'artifice accompagné de musique de super-héros. Vous savez où emmener vos enfants. Enfin, 2 concerts pour terminer. Samedi, flûte de Pan et piano au château du Ménil-Saint-Denis. Dimanche, à l'église de Lévis-Saint-Non, ce sera orgue et piano, à chacun son style. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Rendez-vous lundi en direct dès 18h pour le 7-8 L'Actu et à 18h30 pour le 7-8 Sport. Merci beaucoup et à bientôt.